Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc cette semaine, je vais faire pratiquement un tiers, voire la moitié de la vidéo sur le Ripple. On va reprendre un petit peu les unités de temps, voir si des nouveaux objectifs doivent être mis en place ou pas. Est-ce que l'objectif d'un X30 dont j'avais parlé il y a quelques mois ou il y a quelques semaines est quelque chose de complètement fou? Est-ce que c'est une hérésie ou pas? Je vais vous montrer par A plus B en quoi, de mon point de vue, ça n'a absolument rien à voir avec, avec des croyances ou des choses qui sont impossibles à réaliser parce que tout simplement, cette capacité de décalage est ancrée dans la dynamique du Ripple. Elle est basée sur des prix et des transactions qui se font à la marge et non sur la valeur réelle d'un actif. Et ça, c'est ce que l'on voit systématiquement dans les actifs qui entrent en bulle, c'est qu'on est complètement déconnecté de la valeur, de la véritable valeur d'efficience, de la valeur économique de la classe d'actifs, parce que à la marge, il y a des petits porteurs, des petits achats-ventes qui se font et qui permettent à l'actif d'exploser à la hausse. Et en réalité, le plus l'actif est liquide et le plus des participants externes de type hedge fund, petit, moyen, gros hedge fund, vont venir prendre part avec des stratégies dissociées, des stratégies différentes, mais à la partie où tout le monde boit, où voilà, des petites bulles qui se transforment en très grosses bulles et qui peuvent amener le Ripple à faire un x30. Donc, c'est parti pour cette vidéo. Et puis, deuxième partie de la vidéo, comme d'habitude, je fais un petit point, notamment sur l'euro-dollar. Il se passe quelque chose qui remanie complètement ma vision de l'euro-dollar, en tout cas sur les prochaines semaines. On parle aussi de l'or et bien entendu des indices boursiers. Allez, je commence cette semaine avec l'analyse du Ripple. Là, on est sur du mensuel, puisque de mon point de vue, c'est vraiment sur cette unité de temps qu'on a le plus de lisibilité, de clairvoyance sur ce qui se passe. Donc je vous rappelle, on est dans un grand cycle haussier sur le Ripple. On a dessiné un énorme triangle chartiste. Donc l'idée, c'était d'avoir ce double creux. Et une fois qu'on l'avait cassé ici en mars, on avait un signal de... On va aller du bas du triangle vers le haut du triangle. Et comme on est dans un grand cycle de hausse, potentiellement, ce grand triangle pourra lui aussi être cassé par le haut et engendrer une vague d'impulsion assez significative. Donc là, le scénario se déroule devant nous. Alors certes, on a eu 1, 2, 3 mois de petite consolidation là suite à la cassure. C'est normal, on ne monte jamais sur la Lune en ligne droite. Il faut faire des petites pauses. C'est comme ça qu'évoluent les marchés financiers. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de patience et d'avoir des scénarios sur des grandes unités de temps. Parce que si on regarde que des unités de temps à très court terme, il est strictement impossible de faire preuve de patience et de clairvoyance si on regarde que, je sais pas moi, des graphes en 1 heure, en 4 heures ou en daily. Il faut vraiment partir des grandes unités de temps, trouver l'unité de temps sur laquelle la structure qui est vraiment propre et qui correspond à la dynamique de l'actif, s'inscrit. Et une fois qu'on a ça, là, on peut aller faire des zooms sur les unités de temps inférieures pour timer ces mouvements, timer ces scénarios qu'on a en tête. Mais le scénario qu'on a en tête, il est clairement sur le Ripple en mensuel. Donc là, effectivement, on a une semaine qui est absolument extraordinaire suite aux news que vous connaissez, que vous suivez si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans la cryptosphère. Donc maintenant, l'idée, c'est d'aller voir sur l'unité de temps inférieure, voir découper un petit peu, voir ce qui s'est passé. Allez, on passe sur de l'hebdomadaire. Donc, en hebdomadaire, on voit ici que le double creux que je vous avais mis en mensuel ici, je l'ai plutôt découpé en une grande tasse avec une anse ou en un grand triangle chartiste. Donc, ce grand triangle chartiste, vous le voyez, je peux d'ailleurs vous le dessiner ici en gras. Il est ici ce grand triangle chartiste. Et cette semaine, on l'a cassé par le haut. Et vous voyez, ce qui est très très important, c'est que ce petit triangle chartiste plutôt, la volatilité ici, la partie de ping-pong haut, bas, haut, elle a été réduite de plus en plus. À chaque fois, on venait taper le haut du triangle et la volatilité se contractait. Ça voulait dire que tout simplement, il y avait de moins en moins de vendeurs et que les acheteurs, ils étaient présents en nombre de plus en plus, mais ils n'étaient pas prêts à dépasser le pivot ici et que ça a été une news qui a déclenché la cassure du pivot et que là, on est dans une réévaluation des prix. Et cette réévaluation, elle va, on l'a vu, se faire très probablement vers le haut du grand triangle chartiste qui est le grand triangle chartiste que vous voyez ici
en mensuel. Donc là, à très court terme, il y a de fortes chances pour que le Ripple, on aille tutoyer voilà, la zone des, on va dire des 1,30, des 1,25, des 1,30 et qu'on effectue à nouveau une consolidation puisqu'on sera sur une zone de point dur. Mais voilà, en hebdomadaire, ça y est, la dynamique de ping-pong, elle est libérée. Et on va davantage aller chercher eh bien cette zone-là. Et après, bien entendu, il faudra à nouveau consolider tranquillement pour éventuellement, sur une nouvelle news, libérer le vrai grand mouvement qui permettrait au Ripple de faire le fameux X30 dont je parlais dans une vidéo il y a plusieurs mois et qui me paraissait être le pari de l'année 2023 avec la symétrie positive la plus importante. Donc on peut même aller voir ce qui s'est passé en journalier, hein. En journalier, on voit bien ce grand, voilà, ce grand triangle ici, hein, qui était tout en bas, je le rappelle, hein, c'est très important, hein, tout en bas du, hop, en mensuel, en mensuel. Tout en bas de cet énorme triangle chartiste, on a eu un triangle ici, hein, sur l'année 2022-2023, et bien en journalier, on le voit bien, c'est celui-ci. Et puis en l'espace d'une journée, on l'a cassé et on est monté très haut, très fort. Donc là, on est dans un circuit où on va partir très très fortement vers le nord. Mais ça va pas se faire en ligne droite. Rappelez-vous, surtout quand il y a beaucoup de volatilité, souvent ce qui se passe, c'est hop, haut, bas, haut, on calme et puis on repart. C'est davantage à ce type de mouvement que je m'attends au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Donc voilà, le Ripple suit notre entre guillemets, notre pari, puisque ça reste un pari, hein, mais c'est un pari qui pour le coup a été identifié avec une très 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 forte asymétrie positive. Donc quand on risque un jeton et qu'on est prêt à en gagner 15, 20 ou 30, et pas juste parce que on a mis le doigt mouillé comme ça, mais parce que on est sur une classe d'actifs où les mouvements sont littéralement astronomiques et ils sortent pas de nulle part, hein. C'est des classes d'actifs qui ont prouvé dans le passé qu'ils étaient capables de délivrer des mouvements absolument hors du commun. Je veux dire, là, le seul mouvement sur lequel moi j'ai basé en tout cas mon pari spéculatif, grosso modo, c'est juste une taille de triangle chartiste, hein, que je reporte ici et qui nous amène à un Ripple autour de 20, autour de 25 $. Et rappelez-vous, on était ici, hein, quand l'analyse a été faite, on était autour de 0,45. Quand on regarde ce type de mouvement, c'est quelque chose que le Ripple a fait plusieurs fois dans le passé. Il a été capable de faire des multiples bien plus importants. Donc là, on était sur plus de 2 fois le multiple. Là, on était juste dans le range sur ce multiple-là. Et là, on est, voilà, si on reporte au-dessus du triangle, on est sur une fois, hein. Donc une fois. Donc absolument rien d'extraordinaire au vu de ce qu'est capable de faire cette crypto-monnaie. Je sais, j'entends bien que pour qu'on atteigne ce type de multiple, il va falloir que la capitalisation du Ripple soit absolument inconcevable à ce jour. Mais rappelez-vous, les crypto-monnaies, c'était quelque chose qui était absolument inconcevable il y a 10 ans. Et regardez où on en est maintenant. Donc voilà, c'est une classe d'actifs qui prend son essor, qui accueille de plus en plus de liquidités dans le monde entier. Et le Ripple fait partie des leaders, des classes d'actifs qui intéressent de plus en plus. Et le plus il y aura cet actif-là, le Ripple, sera liquide et de plus en plus il attirera comme un aimant de la liquidité. Vous savez, tous les hedge funds qui font que ce soit de l'arbitrage, du trend following, des stratégies de carry, ils ont besoin d'actifs avec de la volatilité, sinon tout simplement ils ne peuvent pas venir s'investir dessus, ils ne trouvent pas de contrepartie, il n'y a pas de market maker, ils sont collés à leur position, donc ils ne peuvent pas s'investir sur des actifs qui ne sont pas liquides. Le plus un actif émergent comme le Ripple devient liquide, et le plus on va avoir de petits hedge funds, puis des moyens hedge funds, puis des gros hedge funds qui vont venir mettre en place des stratégies sur cette classe d'actifs. Et c'est ça qui mécaniquement, à la marge, hein, peut amener le Ripple assez rapidement aux objectifs que l'on voit. Je sais que la compréhension de la mécanique des marchés financiers, elle est pas évidente, mais dites-vous que si vous arrivez à un marché le dimanche, juste 2 personnes sont capables de multiplier le prix du jambon par 30 en se l'achetant, en se le revendant, juste à 2 personnes.
c'est pas parce que le prix du jambon sur la planète entière a été multiplié par 30, c'est parce que deux personnes qui ont assuré la liquidité pendant cette période-là, eh bien, ont fait monter le prix du jambon. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les marchés financiers, c'est toujours à la marge. Alors, plus on est nombreux et plus on est censé avoir un prix qui reflète la réalité, une efficience, mais quand on rentre dans des périodes d'irrationalité, de bulles spéculatives, il n'y a absolument plus de rationalité vis-à-vis des prix de l'actif. On part sur des délires qui sont ahurissants. Et puis bah ça arrive tout le temps. Hein. Tant que l'homme sera aux manettes de la planète économique, on aura des bulles sur les classes d'actifs. Et derrière aussi, on aura des retours de bâton excessifs sur ces bulles. Analyse de l'or coté en dollars et après je vous ferai l'or coté en euros. Donc je vous rappelle juste l'image à très long terme, celle en trimestriel, une barre est égale à un trimestre. Donc vous voyez que là on est dans un grand cycle aussi, on a ce grand canal et que là depuis un trimestre, et là on est en train d'entamer le deuxième trimestre de l'année 2023, on est en train de stagner sur la fin d'une consolidation. Donc la consolidation c'est cette grande marche d'escalier, vous la voyez, on a fait un premier creux, un deuxième creux, et là on arrive dans la partie où les creux sont de plus en plus petits. Ce que je vous ai dessiné là en bleu, c'est la partie où on contracte la volatilité et ensuite on a éventuellement le breakout qui nous permet bien d'entamer un mouvement extrêmement directionnel, extrêmement haussier. Donc ce type de mouvement sur l'or, c'est un mouvement qui prend du temps, on est sur une unité de temps trimestrielle, donc c'est pas quelque chose qu'on va voir se réaliser en quelques jours. Chaque classe d'actifs a son rythme, a l'unité de temps, à une unité de temps qui lui correspond. Et bien sur l'or c'est du trimestriel. Donc maintenant on va descendre sur du mensuel pour voir un petit peu en zoom ce qu'il est en train de se passer. Donc en zoom on voit, en faisant un petit focus là-dessus, on voit bien ici la dernière partie que l'on espère voir se construire. Je vous l'ai mis en bleu. Et en hebdomadaire, ce qui nous intéresse cette semaine surtout, c'est que sur cette dernière partie, eh bien on a eu cette semaine une bougie de rebond suivi, enfin qui a suivi de deux doji. Vous voyez, là, un doji, c'est une bougie où on va avoir des mèches très très basses comme ça. Et ça implique que si on descend sur des unités de temps inférieures, on a un point d'inflexion de type double creux, de type épaule, tête, épaule inversée. C'est un point d'inflexion. On n'a pas besoin de descendre sur les unités de temps inférieures quand on voit directement un doji. On sait que c'est potentiellement un point d'inflexion qui est en train de se former. Et là, ce point d'inflexion a été validé cette semaine par une cassure vers le haut. Donc ça signifie tout simplement que le scénario, je vous le rappelle, en trimestriel, à savoir, on est là, ici, sur une partie où on veut que ça rebondisse et on veut que ça range sur une compression de la volatilité, eh bien, en semaine, on y est. On est en train d'effectuer le rebond. On devrait arriver bientôt sur la zone haute, là, une zone de résistance. On devrait redescendre, faire du ping-pong comme ça, et ensuite éventuellement avoir le breakout à la hausse qui permet de libérer le mouvement à très long terme, mouvement que l'on voit bien se dessiner dans le cycle très long terme en trimestriel. Donc là, en fait, ce qu'on est en train d'analyser semaine après semaine depuis pas mal de temps, et pendant encore, je pense, peut-être encore, peut-être une année, ça va être tout simplement la maturation de cette grande pattern en trimestriel, la dernière phase ici de cette belle marche d'escalier. C'est ce qu'on est en train d'analyser semaine après semaine. Voilà, éventuellement dans ce beau triangle chartiste. Donc affaire à suivre, en tout cas, voilà, moi c'est l'image que j'ai de l'or coté en dollars américains. Quant à l'or coté en euros maintenant, alors je vous mets cette même image en trimestriel, vous voyez qu'on a un petit peu plus de directionnalité parce que tout simplement l'euro est plus faible que le dollar sur cette période-là, donc l'or forcément est un petit peu plus directionnel. On n'a pas la grande marche d'escalier, on a deux petites marches d'escalier les unes sur les autres, et là on serait en train d'effectuer la dernière partie de cette marche d'escalier-là. Donc on va zoomer, là on était sur du trimestriel, on va zoomer, on va passer en mensuel. Donc en mensuel, on voit bien ici le type de structure à laquelle on aimerait assister au cours des les prochains mois. Donc vous voyez, on serait sur la dernière partie et on va zoomer dessus. On va aller voir sur l'hebdomadaire et sur l'hebdomadaire, voilà. L'idée, c'est qu'on arrive ici bientôt sur une zone de rebond. Donc cette zone de rebond, il va falloir qu'on observe à minima. Alors je vais vous effacer
tout ce qui est en bleu ici. À minima, il va falloir qu'on voilà, on observe un point d'inflexion se former sous un pivot et qu'ensuite on casse le pivot par le haut. Ça va être le scénario à suivre au cours des prochaines semaines, hein, pendant l'été 2023. Et si ce scénario se met en place, eh bien, ça voudra dire qu'on est toujours, hein, dans la logique, hein, d'un grand triangle ici. Et on ira chercher probablement le haut du triangle. Hop, on consolidera un peu. Et puis là, on pourra libérer le grand mouvement de hausse qui sera très probablement libéré au même moment, hein, sur leur côté en dollars. Donc leur côté en euros, leur côté en dollars. Ça voudra dire que, allez, peut-être dans un an. Dans un an et demi, on aura quelque chose sur le point de vue géopolitique qui devrait se passer et qui concernera directement l'or. Je ne sais pas, je ne fais pas de géopolitique dans cette... Enfin, j'ai mes petites idées, mais je n'en parle pas dans cette vidéo-là parce que je veux qu'elle reste strictement uniquement basée sur la psychologie des foules et sur les graphes. Mais d'un point de vue du timing, si le cycle de hausse, hein, sur l'or continue son mouvement naturel, ça voudra dire qu'en 2024, il va se passer quelque chose d'assez significatif et important vis-à-vis des devises, des monnaies à l'international et notamment d'un adossement qui serait officiel et non officieux, hein, de l'or face à ces devises peut-être des pays émergents qui sont déjà émergés d'ailleurs. Alors, il se passe quelque chose d'assez intéressant cette semaine sur l'euro-dollar. L'euro continue à monter. On était juste avant cette semaine et depuis le début de l'année 2023, mais juste avant cette semaine, on était sur une zone de résistance. Je vous rappelle, je vais vous passer ça en trimestriel, vous allez comprendre pourquoi on était sur une zone de résistance et où il fallait surveiller de près ce qui se passait. On a une convergence ici. On avait ce triangle, on était en train de le tutoyer, hein, de le manipuler. Et on a vu une très très forte chute, donc un rebond mécanique, hein, une balle qui rebondit, mais qui arrive contre une paroi. Donc quand la balle arrive sur la paroi, il faut voir comment elle se compresse, la balle. Est-ce qu'elle va casser la paroi et elle va aller en chercher une autre, l'autre étant pointillée au-dessus? Ou est-ce que sur cette paroi, on va avoir une structure de retournement qu'il va falloir bien observer semaine après semaine sur une unité de temps inférieure. Là, on est sur du trimestriel, donc il faut aller voir sur l'unité de temps inférieure. Et si on a une structure de retournement qui est cassée par le bas, on peut dire, ok, la paroi a joué son rôle et la balle va rebondir contre cette paroi et repartir vers le sud. Là, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que la paroi, elle était cassée par le haut. Donc, ça signifie juste une chose, c'est que si ce mur-là a été cassé, eh bien, on en a un autre un petit peu plus loin qui, lui, potentiellement, peut être cassé ou pas. Mais comme on est dans une tendance baissière, il y a peu de probabilité pour que ce nouveau mur, hein, hop là, il ne tienne pas. C'est-à-dire qu'il y a de fortes probabilités pour que ce mur, ce soit une grosse zone dure pour l'euro et que enfin l'euro construise une structure de retournement et la casse par le bas. Et c'est pour ça que quand on fait de l'analyse graphique, on n'a absolument pas de préjugés. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, on est dans un flux baissier, ok, on est une zone dure, est-ce que ça va redescendre? Probablement. Est-ce qu'on sait que ça va redescendre? Il va falloir attendre une structure de retournement. Et je vais passer sur l'unité de temps hebdomadaire. Rappelez-vous, moi je vous avais expliqué tout simplement qu'on avait potentiellement une épaule, tête, épaule en formation, ce qui nous aurait permis d'avoir un biseau. Sauf que là, cette semaine, cette structure potentielle de retournement, elle a été invalidée, puisqu'on a fait un nouveau plus haut ici, on a cassé par le haut. Et la structure de retournement, pour qu'elle soit validée, il aurait fallu que l'on casse par le bas, hein, ce petit wedge là que je vous avais mis en gras. Est-ce qu'on l'a cassé par le bas? Non. Ça veut dire que tout simplement, revenons en trimestriel. J'essaie d'être le plus pédagogique possible là. Revenons en trimestriel. Ça veut dire qu'ici, hein, eh bien, ce mur n'a pas, été dégommé, a été percé par le haut. Donc, comment est-ce qu'on réagit maintenant? Eh bien, tout simplement, on réagit en mode, on enlève cette résistance là. Là, ce scénario, hop, ce n'est plus celui à privilégier. Maintenant, le scénario que l'on privilégie, c'est celui où on est en train de construire une petite marche d'escalier, où on a cassé par le haut, et où on a, tout simplement, on reporte, grosso modo, hein, la distance, hein, de cette marche d'escalier vers le haut. Hop, alors, je vais mettre ça bien comme il faut, avec des flèches, de la couleur. Et vous voyez, on obtient cette zone de résistance
Et c'est là où il va falloir à nouveau surveiller, quand on va arriver dans cette zone-là, si on fait une nouvelle marche d'escalier ou si on est en train de faire un sommet et on casse par le bas. Donc je vous dessine tout ça. Donc, grosso modo, en trimestriel, il y a de fortes probabilités pour qu'on aille chercher la zone des 1.16 sur l'euro contre le dollar. Il y a aussi de fortes probabilités pour que quand on arrive sur cette zone-là, vu que c'est un point dur, c'est un mur, eh bien on marque le coup en dessinant une stabilisation, une consolidation. Et du coup, cette consolidation, quand on arrivera sur cette zone-là, si elle casse par le bas, on pourra anticiper là un grand retour vers le bas, puisque je vous rappelle qu'en trimestriel, on est dans une dynamique de baisse. Donc ça voudrait dire que on repart très très fort vers le sud. Et puis bien entendu, si cette structure de consolidation engendre une cassure vers le haut, là on pourra revoir notre scénario. Ça voudrait dire qu'on n'est plus dans une grande dynamique de baisse qui a été initiée depuis avril 2008, mais qu'on est en train d'en sortir. Mais actuellement, on est toujours dans une grande dynamique de baisse. On est simplement dans un effet rebond du bas du canal vers le haut du canal. Quand on arrivera sur ce haut de canal, il va falloir à nouveau bien surveiller, bien suivre la structure qui pourrait se mettre en œuvre. Et cette structure qui se mettra en œuvre, si elle casse vers le bas, eh bien là, on pourra anticiper un grand mouvement de rechute de l'euro face au dollar. Analyse du SP500 avec une nouvelle très belle semaine de hausse. Donc vous voyez la petite consolidation qui s'est mise en place, qui était très courte, de 1, 2, 3 semaines. Eh bien on casse vers le haut, donc on reste dans la dynamique, celle du nouveau cycle haussier. On est toujours au-dessus de cette borne. Je vous rappelle que la vision à garder est celle du très long terme. On est là sur du trimestriel. Scénario numéro 1, à savoir continuation du grand bull market qui a été initié pendant le trimestre d'avril 2019. Et là, le grand bull market de l'ère numérique avec effectivement des petites corrections de type Covid, de type guerre en Ukraine, inflation, hausse des taux. Mais pour le moment, on reste dans cette grande dynamique-là et il faudrait qu'on vienne casser par le bas ce support dynamique pour qu'on se retrouve dans le scénario numéro 2. Mais là, pour le moment, on n'y est pas du tout. Donc là, toujours dans la continuation de ce scénario, on descend d'une unité de temps, on va voir sur du mensuel. En mensuel, ici, je le rappelle, au mois d'avril, on a clôturé en dessous de cette petite base, donc ça relance une dynamique, c'est-à-dire que la marche d'escalier qui a été construite ici, eh bien, ça y est, c'est terminé, cet état de range market est terminé. Vous voyez qu'on a bien entendu quand même la résistance historique à franchir, qui coïncide avec la bande de Bollinger supérieure, mais voilà, la dynamique est en train de se remettre en place pour la continuation de ce bull market, et puis bien entendu, ce que je vous ai présenté juste avant en hebdomadaire, la petite barre là cette semaine qui fait plaisir et qui montre qu'on est toujours dans cette dynamique d'une tendance avec peu de volatilité, avec des semaines comme ça, des petites semaines de hausse, des petites semaines de stagnation ou de légère baisse. Mais voilà, les bull market, je le répète, chaque semaine se construisent. Alors on le voit mieux en mensuel, sur des séquences comme ça, des séquences, on appelle ça des jambes haussières, avec des mois ou en tout cas des semaines qui s'enchaînent, avec peu de volatilité, c'est-à-dire des mois avec, allez, 4,5%, 5%, ensuite on est sur du 0%, ensuite on va être sur du 2%, voilà, ce sont des mois qui s'enchaînent avec très très peu de hausse ou très très peu de baisse, c'est ce qu'on appelle une psychologie de marché haussier, et la plupart du temps fondée sur une très très faible volatilité. On dit toujours qu'on monte en prenant le chemin des escaliers et on descend en prenant l'ascenseur. Et bien voilà, ça a toujours été le cas, c'est la psychologie des foules qui est comme ça. Et sur le graphique en hebdomadaire, on voit bien que là, on est en train de prendre l'escalier dans cette montée, tandis que quand on était dans un état de range market, on prenait davantage l'ascenseur pour descendre. Donc sur le SP500, absolument rien de neuf à signaler. Par contre, ce qui va nous intéresser, ça va davantage être sur le Dow Jones Industrial Average, puisque vous voyez que là, on est toujours en train de tutoyer cette zone de résistance. Là, cette semaine, potentiellement, on a une cassure au-dessus. Donc pour que ce soit vraiment propre et validé, il va falloir qu'on ait cette zone-là, hop là, qui soit breakée en hebdomadaire. Et à partir du moment où on aura cette zone-là qui est cassée en hebdomadaire, je vous rappelle, sur une longue unité de temps, ça engage une nouvelle vague de hausse.
on est sur une tas séance en mensuel. Donc si là, pendant le mois de juillet ou le mois d'août, on vient clôturer au-dessus la barre mensuelle, eh bien on sera dans une nouvelle grande dynamique de hausse, une nouvelle jambe haussière pourra se mettre en place. On aura un timing qui sera assez clair. Donc pour que en mensuel, hein, on vienne clôturer au-dessus, il faut d'abord qu'on débute en hebdomadaire par au moins, bien entendu, hein, une clôture en hebdo au-dessus de cette zone-là. Donc là, vous voyez, on tutoie là. On est en train de... la volatilité, elle est en train de se contracter. Alors, je vais vous redessiner l'histoire, hein, mais pour que vous compreniez bien ce qu'est une volatilité qui se contracte, c'est des fluctuations comme ceci, hein, une partie de ping-pong haut, bas, haut, avec des hauts, bas, haut qui sont de plus en plus petits. Et quand on a ce système de haut, bas, haut qui est de plus en plus petit, on a une compression. Et après, on a une explosion, une extension de la volatilité. Et ça, on peut le voir en affichant des bandes de Bollinger. Vous voyez que les bandes de Bollinger entre le haut et le bas, là, elles se stabilisent et elles sont beaucoup plus contractées. Hein. La différence, hein, l'écartement de ces bandes de Bollinger entre là ou là, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Vous voyez que là, on est vraiment contracté, on a très peu de volatilité comparativement à ce qu'on avait pendant le range market. Donc, une volatilité qui est extrêmement contractée implique derrière un mouvement qui peut être significatif, un mouvement avec une grande potentialité, une grande asymétrie. Et bien entendu, avant de nous quitter, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur le site lespéculateurlibre.com, qui est le site de mon école de bourse qui réouvrira les inscriptions pendant le mois de septembre, début du mois de septembre. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette école qui est actuellement fermée hein, au public, eh bien ça se passe sur le lien qui est en description. Et si vous voulez recevoir les communications en direct, il y a un deuxième lien en dessous en description qui vous permet d'être sur ma liste d'emails privés et vous recevrez tout simplement les communications concernant cette école pendant le mois de septembre, le début du mois de septembre. Sur le site, vous pouvez bien entendu aussi accéder à tout un tas d'avis en vidéo. Il y a plus de 113 témoignages vidéo où voilà, les élèves vous expliquent un petit peu leur expérience. J'ai plus de 625 témoignages dans le livre d'or de l'école. Donc voilà, vous pouvez faire un petit peu vos recherches sur ce site-là pour voir ce qui se passe derrière la simple vitrine de la vidéo du samedi. Il y a tout un énorme univers avec une communauté, quelque chose que vous ne voyez pas et dont vous n'avez pas notion de ce qui se passe en privé. Et c'est surtout, moi, mon vrai travail, ma vraie valeur ajoutée, c'est pas dans la vidéo hebdo du samedi, hein, c'est dans l'école.